une femme sans abri sauva un enfant des flammes. Quelques minutes plus tard, le PDG millionnaire partit à sa recherche. C'était un matin froid et gris dans la banlieue de Portland, un de ces jours d'hiver qui pèsent plus lourd que les autres. Les nuages bas, le givre accroché au toit, et les rues inhabituellement silencieuses sous un ciel menaçant de neige qui ne venait jamais. Mais ce calme fut brisé peu après 8 heures, quand une épaisse fumée noire s'éleva au-dessus d'un complexe résidentiel de luxe appelé Hawthorne Residence, un immeuble haut de gamme, protégé par des grilles, niché entre des condos modernes et des arbres soigneusement taillés. L'incendie avait démarré dans un appartement du 2e étage, probablement à cause d'un problème électrique, et s'était propagé plus vite que prévu. Les flammes léchaient le couloir, dévorant les cloisons, faisant fondre le plastique, semant la panique, alors que les résidents se précipitaient dehors dans le froid, à peine vêtus, serrant contre eux chiens et téléphones. De l'autre côté de la rue, à l'ombre d'une station-service abandonnée, Anna Blair, 26 ans, s'éveilla là où elle était recroquevillée sous une couverture délavée. Ses yeux bleus clignèrent face à la fumée, le vent glacial lui fouettant le visage, alors qu'elle se redressait pour observer la scène. Les sirènes retentissaient au loin, mais elles étaient encore à plusieurs minutes. Des cris éclataient. Quelque part, au-dessus de l'incendie, un cri d'enfant fendit l'air. Sur le trottoir, les gens restaient figés, criant, filmant, paniqués, mais personne ne s'approchait des flammes. Anna se leva. Elle resserra son manteau trop grand autour de sa silhouette maigre et se lança en courant vers l'immeuble. Les agents de sécurité lui ordonnèrent de s'arrêter. Un agent d'entretien tenta de la retenir par le bras. Elle se dégagea sans un mot. À travers les portes vitrées ouvertes, elle aperçut la cage d'escalier envahie par la fumée. Et, du couloir du premier étage, le cri retentit à nouveau, plus proche cette fois. Un enfant pleurait, seul. Sans hésiter, Anna s'engouffra dans la chaleur. Elle se baissa, couvrant son nez avec sa manche tandis que la fumée lui piquait les yeux. Les lumières vacillaient au plafond. Les alarmes hurlaient. L'air était épais, irrespirable. « Allô » cria-t-elle en toussant. « Où es-tu, mon petit ?» Un sanglot étouffé lui répondit. Anna tourna à l'angle, et il était là, un petit garçon, pas plus de 3 ans, debout pieds nus dans un pyjama à motifs, serrant contre lui un petit éléphant en peluche, les joues noircies de suie et de larmes. Elle courut vers lui, s'agenouilla. « Ça va aller, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je suis là. Je t'ai. » Le garçon ne dit rien. Il tendit simplement les bras vers elle, et elle le prit dans les siens, enveloppant son petit corps dans son manteau. Derrière eux, le couloir craquait. La chaleur lui brûlait le dos comme une bête vivante. Anna baissa la tête et fonça, serrant le garçon contre elle, retraversant la fumée en sens inverse. Chaque pas était une épreuve. Ses poumons la brûlaient, puis, soudain, l'air froid, la lumière, des voix. Elle trébucha hors de la maison, au moment même où le premier camion de pompiers rugissait dans l'allée. Un souffle de stupeur parcourut la foule lorsqu'elle apparut, couverte de cendres, les cheveux en bataille, les yeux larmoyants. Les ambulanciers se précipitèrent vers elle. Elle confia le garçon à un pompier, les bras tremblants. « Il va bien », souffla-t-elle d'une voix éraillée. « Il était seul. » Le garçon poussa un cri quand elle le lâcha, mais elle reculait déjà. Les secours tendirent les mains vers elle, lui demandant son nom, mais Anna secoua la tête. « Ça va », murmura-t-elle, se tournant vers la rue. Personne ne la suivit. Personne ne la retint. Elle disparut dans le matin gris,
s'effaçant comme la fumée. Moins de 5 minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta en crissant au bord du trottoir. La portière claqua et Ethan Grayson, 34 ans, bondit dehors. Il n'entendit presque pas les voix qui l'appelaient derrière lui. Toute son attention était fixée sur l'enfant assis sur les genoux d'un ambulancier enveloppé dans une couverture argentée. Léo. Le garçon se retourna. « Papa ». Ethan le serra dans ses bras, le pressant si fort qu'on aurait cru qu'il ne le lâcherait jamais. Que s'est-il passé? Qui l'a sorti de là? Un ambulancier répondit. « Une femme? Personne ne connaît son nom. Blonde, la vingtaine peut-être. Elle a foncé à l'intérieur, l'a ramenée, puis s'est volatilisée. » Ethan balaya les visages autour de lui du regard, mais elle n'était plus là. « Elle l'a sauvée ?» demanda-t-il, la voix serrée. « Oui », répondit le secouriste sans hésiter. « C'est la seule qui soit entrée. » Ethan posa ses lèvres sur le front de son fils, le cœur battant à tout rompre. Léo était sain et sauf, vivant grâce à elle. Il se tourna vers le bâtiment, la fumée montant encore vers le ciel, et murmura, plus pour lui-même que pour quiconque, « Je vais la retrouver. » Ethan dormit à peine cette nuit-là. L'image de Léo accroché à une inconnue, ses petits bras serrés autour d'une femme qu'il n'avait jamais vue, le hantait bien plus que les flammes. Il avait interrogé tout le monde sur place. Pompiers, ambulanciers, témoins, mais personne ne savait qui elle était. Juste une femme, juste quelqu'un qui s'était évanoui dans la nature. Au matin, Ethan avait déjà récupéré les images des caméras de la rue la plus proche et de la station-service voisine. Des heures d'enregistrement flou. Il les visionna image par image, jusqu'à ce qu'il la voie. Cheveux blonds, long manteau en lambeaux, bras maigres serrant Léo contre elle, alors qu'elle titubait dans la rue enfumée. Elle toussait, mais ne le lâchait pas. Et puis, elle disparut. Un autre angle la montrait contournant le coin, s'éloignant vers le vieux terrain derrière la station-service. À midi, Ethan se tenait devant le grillage d'un campement de tentes de fortune, caché derrière une supérette et une ruelle oubliée. Son manteau coûteux jurait avec les morceaux de bâche et de carton qui protégeaient les gens du froid. Léo s'agrippait à sa main, tenant de l'autre un petit chien en peluche. Un homme près de l'entrée dévisagea Ethan d'un air méfiant. « Vous êtes perdu ou quoi? »« Je cherche quelqu'un, » répondit Ethan. « Elle était ici hier. »« Blonde, la vingtaine peut-être. »« Des blondes, il y en a plein, » marmonna l'homme. Ethan insista. « Elle a sauvé mon fils de l'incendie de la 8e rue. » L'atmosphère changea. Quelques personnes autour se tournèrent vers lui, hésitantes. Une femme désigna le fond du terrain. Elle reste dans son coin. Elle dérange personne. Sa tente est près du tas de vieux pneus. Ethan acquiesça et s'avança. Il était en train de la remercier quand il sentit la main de Léo lui échapper. C'est elle. La voix de Léo résonna, claire et assurée. Ethan se retourna. Le petit garçon s'était élancé, courant de ses petites jambes droit vers une silhouette accroupie près d'un tas de bois. « C'est toi !» cria Léo. « Tu es mon ange, tu as fait disparaître le feu, tu m'as enlevé ma peur. » La femme se retourna juste à temps pour le rattraper. Anna. Elle parut stupéfaite quand Léo passa ses bras autour de son cou, la serrant fort. Ses mains restèrent suspendues dans l'air, hésitantes, puis retombèrent lentement sur le dos du garçon. Elle ferma les yeux, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Lorsqu'elle les rouvrit, Ethan se tenait à quelques pas à peine. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ethan s'approcha, s'agenouilla près de son fils.
Il tendit la main doucement et posa sa paume sur l'épaule de Léo. « C'est elle, mon grand ?» Léo hocha la tête avec conviction. « Elle m'a protégé. » Anna baissa les yeux, les joues rougies par le froid et la gêne. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » répondit doucement Ethan, « tu as fait ce que personne d'autre n'a fait. » Elle releva la tête, méfiante. « S'il vous plaît, je veux pas d'ennui. Je veux pas attirer l'attention. »« Vous n'avez rien à craindre, » dit Ethan. « Et je ne suis pas un journaliste. Je voulais juste vous remercier comme il faut. » Elle secoua la tête, tout doucement. « Ce n'est pas la peine, vraiment. » Le silence s'installa, seulement troublé par le vent qui faisait frissonner les parois de plastique des tentes alentour. Anna relâcha lentement Léo, qui resta, à ses côtés comme s'il avait toujours été là. « Je devrais y aller, » dit-elle, déjà tournée vers sa tante. Ethan ne la retint pas. Il la regarda disparaître derrière les pans de bâches bleues. Ce soir-là, juste avant que le soleil ne disparaisse derrière l'horizon, Anna trouva quelque chose posé devant sa tante. Une petite boîte. À l'intérieur, une paire de bottes d'hiver toutes neuves, des chaussettes épaisses, une trousse de premier secours toute simple et, glissé dessous, un petit mot soigneusement plié, écrit d'une écriture appliquée. « Je ne connais pas ton nom, mais je sais que tu es quelqu'un de bien. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi, fais-le-moi savoir. » Anna resta longtemps à fixer le mot, les doigts tremblants. Elle ne sourit pas. Mais, pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit quelque chose. Tout avait commencé par un café chaud, servi dans des gobelets en carton. Ethan avait pris l'habitude de passer au camp tous les 2 ou 3 jours, non pas pour s'imposer, mais simplement pour discuter un peu. À chaque visite, il apportait un petit quelque chose, des boissons chaudes, des fruits, parfois des livres. Il ne forçait jamais la conversation. Parfois, il s'asseyait en face d'Anna, sur une caisse cassée, parfois à côté d'elle sur le trottoir, et laissait le silence s'installer sans jamais le briser de force. C'était ce qu'elle appréciait chez lui. Ce fut lors de la 5e visite, alors que le soleil disparaissait derrière les toits, qu'elle parla enfin de ce qu'elle avait enfoui le plus profondément. Ils étaient assis près du foyer que les résidents du camp utilisaient pour se réchauffer. La fumée montait en volutes paresseuses. Anna fixait les flammes, les doigts serrés autour de son gobelet. « Tu t'es déjà demandé comment les gens en arrivent là ?» demanda-t-elle sans le regarder. Ethan attendit un instant avant de répondre. « Parfois. Mais je me dis qu'il y a toujours une histoire. » Elle hocha la tête. « Oui, il y a toujours une histoire. » Un long silence s'installa avant qu'elle ne reprenne, la voix basse, à peine plus forte que le crépitement du feu. « Ma mère est morte quand j'avais 9 ans, un cancer du sein. Elle était partie avant même que je comprenne ce que ça voulait dire, mourir. Après ça, il ne restait plus que mon père et moi. Il n'était pas... Enfin, il buvait beaucoup, beaucoup trop. Certaines nuits, je dormais dans le placard juste pour éviter de croiser son chemin. » Ethan ne dit rien. Il écoutait simplement. « Je suis parti de la maison à 17 ans. J'ai pris tous les petits boulots possibles. Serveuse, femme de ménage, babysitter. Finalement, j'ai trouvé un poste stable comme nounou. J'adorais ça. » Sa voix s'adoucit. « Les enfants sont honnêtes. Tu sais, ils te voient vraiment. Ils se fichent de ce que tu as. Ce qui compte pour eux, c'est comment tu les fais se sentir. » Il observait son visage éclairé par la lumière du feu, marqué par la vie, mais toujours beau, creusé par la douleur, mais solide. « J'ai longtemps rêvé d'ouvrir un endroit, dit-elle, un vrai centre pour les mamans seules,
une garde d'enfants sûre, de la nourriture, un lieu pour souffler. Je pensais que je pourrais peut-être construire quelque chose de bon à partir de tout ce que j'avais vécu. Le cœur d'Ethan se serra. « J'ai rencontré quelqu'un, » poursuivit Anna. Au début, il était gentil. Il disait tout ce qu'il fallait, me répétait que j'avais de l'importance. Je l'ai cru. Elle cligna lentement des yeux. Je suis tombée enceinte. J'ai pensé que, pour une fois, la vie allait enfin changer. Elle s'interrompit, sa respiration se faisant plus courte. Mais quand je lui ai annoncé, il est parti. Disparu, sans un mot, sans un appel, rien du tout. Elle ravala difficilement sa salive. J'étais enceinte de 7 mois quand j'ai perdu le bébé. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, sa voix n'était qu'un souffle. Je suis désolé. Anna secoua la tête. J'avais un boulot à ce moment-là. Mais j'ai trop manqué, les factures se sont accumulées. Je n'arrivais plus à payer le loyer. Après l'hôpital, je n'avais nulle part où aller. Sa voix se brisa sur les mots suivants. Un jour, j'ai juste cessé d'être quelqu'un que les gens voient. Un lourd silence s'installa entre eux. Le feu crépitait et sifflait, mais aucun des deux ne bougea. « Je ne vole pas, » dit-elle finalement. « Je ne mens pas. Je ne m'en dis même pas. Parfois, on me propose de l'aide, mais je refuse, sauf si j'en ai vraiment besoin. Je n'ai pas grand-chose à donner. Mais quand j'ai quelque chose, même juste un demi-sandwich, je partage, parce que je sais ce que c'est de n'avoir rien. Et je sais que d'autres ici ont encore moins. » Quand elle tourna les yeux vers lui, ils étaient entourés d'une force tranquille. « Je ne suis pas brisé, Ethan. Juste fatigué. » Il glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit un mouchoir propre, blanc, bordé de fines coutures bleues. Il ne dit rien. Il se pencha simplement et le posa doucement devant elle. Anna le fixa, les lèvres entr'ouvertes de surprise. Pas de pitié, pas de grand discours, juste un petit geste de bonté, offert avec respect. Sa gorge se serra. Elle ramassa lentement le tissu, les doigts tremblants. Quelque chose se détendit sur son visage, et pour la première fois depuis très longtemps, Anna Blair ne se sentit plus invisible. Tout avait commencé par une simple proposition. Un après-midi, alors que le soleil d'hiver perçait les nuages de traînées dorées, Ethan se tenait devant la tente d'Anna, Léo juché sur sa hanche, tout sourire, et les doigts collants d'une brique de jus. « J'ai plusieurs réunions qui s'enchaînent demain, » dit Ethan, réajustant Léo. « Je me demandais si tu accepterais de le garder quelques heures. De toute façon, il ne parle que de toi. » Anna parut surprise, ses yeux allant du père au fils. « Tu es sûr? Il ne s'est jamais ouvert à personne comme il l'a fait avec toi, » répondit Ethan. « Franchement, j'aurais de la chance de t'avoir près de nous. » Anna hésita, puis acquiesça lentement. « D'accord, mais seulement s'il le veut. » Léo répondit en se jetant hors des bras d'Ethan pour atterrir directement dans ceux d'Anna. « C'est mon ange, » annonça-t-il, les faisant éclater de rire tous les deux. Ce qui avait commencé par quelques heures par semaine devint presque tous les après-midi. Anna allait chercher Léo à la crèche, quand Ethan travaillait tard ou passait les matinées avec lui au parc tout proche, les week-ends. Ils avaient créé leur propre rituel. Les pancakes du samedi, achetés au food truck du coin. Les dessins à la craie sur le trottoir devant le bureau d'Ethan. Les histoires du soir racontées avec des voix farfelues. Anna était devenue son repère. Et en retour, Léo lui offrait quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. Un sentiment de foyer. Un soir glacial, tous les trois étaient installés dans la maison de ville d'Eton, à la lisière de la ville. Léo s'était endormi sur le canapé, blotti contre Anna, son chien en peluche niché sous son menton.
Elle le prit doucement dans ses bras et le porta à l'étage, le bordant sous ses couvertures bien chaudes. La veilleuse diffusait une lueur ambrée dans la pièce. Elle s'assit à côté de lui, repoussa une boucle sur son front et se mit à fredonner une berceuse, un vieil air que sa mère lui chantait autrefois, avant que tout ne s'effondre. Léo bougea, entr'ouvrant les yeux un instant. « Anna, murmura-t-il, je suis là, mon cœur. » Il chercha sa main, serrant ses doigts dans les siens. Tout petit. « Je peux t'appeler maman ?» Anna se figea, le souffle suspendu. Il la regardait, à moitié endormie, sans attente ni insistance. « Juste par amour, parce que tu me fais penser à elle, » marmonna-t-il en se rendormant. Anna se pencha et posa sa joue contre son front, le serrant fort dans ses bras, qui tremblaient. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Elle ne les retint pas. En bas, Ethan se tenait au pied de l'escalier. Il était monté quelques minutes plus tôt, prêt à souhaiter bonne nuit, mais s'était arrêté en entendant la voix de Léo. Il avait tout entendu. Quand Anna redescendit enfin, essuyant rapidement son visage, elle le vit là. Leurs regards se croisèrent, le sien, doux et chargé de non-dits. Celui d'Anna, à vif, bouleversé. Ethan ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le week-end suivant, il emmena Anna voir un terrain à l'est de la ville. L'ancienne bâtisse qui s'y trouvait avait été condamnée depuis des années, et le cabinet d'Eaton venait de décrocher le contrat pour la transformer en espace communautaire. Ils parcoururent le site ensemble, Léo courant devant eux à travers les herbes folles et les graviers. « Ce sera un centre pour les jeunes », expliqua Ethan, en enjambant un tuyau rouillé. « Peut-être un refuge, selon le zonage. » Anna s'arrêta, observant les lieux d'un œil neuf. « Tu sais ce qu'il faudrait vraiment ici ?» dit-elle. Ethan se tourna vers elle. « Dis-moi, un centre d'accueil pour enfants, mais pas seulement une garderie, un vrai centre de soutien pour les mères célibataires, abordable, accessible, sécurisé. Un endroit où les femmes pourraient laisser leurs enfants pendant qu'elles suivent une formation, une thérapie, trouvent un logement, de l'aide, tout au même endroit. » Ethan scruta son visage pendant qu'elle parlait, animé par la passion, illuminé par l'espoir. « Tu sais combien de femmes sont comme moi ?» poursuivit-elle. « Elles ne sont pas paresseuses, elles ne sont pas brisées, elles sont juste coincées. Et si elles avaient un endroit comme celui-là, une vraie seconde chance. » Ethan esquissa un sourire lentement. « Tu y as déjà pensé, hein? » « C'était mon rêve, avoua-t-elle. Ça l'est toujours, je crois. » Il hocha la tête, le cœur gonflé. « Alors construisons-le. » Anna cligna des yeux. « Tu es sérieux? » »« Complètement. J'ai l'équipe, j'ai le terrain, et maintenant j'ai la vision, la tienne. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle sourit, timidement mais sincèrement. Léo revint en courant vers eux, les bras chargés de fleurs sauvages. « Regardez, c'est pour vous !» cria-t-il, leur tendant une fleur à chacun. Ethan prit sa main, leurs doigts se frôlant doucement. Dans la chaleur tranquille de ce champ oublié, un lien commença à germer. Ce n'était plus de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai. De retour dans l'atelier d'Eaton, niché au-dessus d'une rue paisible près de la rivière, Anna était assise devant une grande table à dessin, des crayons de couleur éparpillés entre des tasses de thé tiédi. La pièce sentait légèrement le cèdre et l'encre, et un doux air de jazz flottait en fond sonore. Un vaste plan s'étalait devant eux. Tout en haut, d'une écriture nette, Ethan avait inscrit « Petite lumière, une communauté pour les enfants et l'espoir ». Anna tenait un crayon en main, mais un instant, elle se contenta de regarder la feuille. « Tu veux vraiment mon avis là-dessus » Ethan leva les yeux de sa tablette. « Oui, c'est ta vision. »
Moi, je n'ai que les outils pour la rendre réelle. » Elle hésita, puis commença à dessiner lentement. Une petite salle de classe aux angles arrondis, un coin lecture près d'une fenêtre, un mur peint d'étoiles. À mesure qu'elle avançait, sa main devenait plus assurée, son regard plus vif. « Il faudrait une pièce rien que pour les mamans, » murmura-t-elle. Un endroit calme, des fauteuils moelleux, du café, un lieu pour souffler. Ethan se pencha vers elle. « J'aime beaucoup. Quoi d'autre? » Ils passèrent des heures ainsi, à parler, dessiner, réinventer. Les espaces vides du plan se remplissaient peu à peu de couleurs et de vie. Anna proposa une aire de jeu en matériaux recyclés. Ethan ajouta un jardin sur le toit. Elle suggéra des fresques peintes par des artistes locaux. Il esquissa un atelier pour l'art-thérapie. Bientôt, le projet ne sembla plus une simple idée. Il commença à leur appartenir. Au fil de la journée, la lumière du soir glissa à travers les hautes fenêtres. Anna recula de la table, les bras croisés, un sourire naissant au coin des lèvres. « Tu crois vraiment qu'on peut y arriver? » Ethan se tourna vers elle, les mains enfouies dans ses poches. « Anna, tu n'as pas seulement sauvé mon fils. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé à imaginer des lieux comme celui-ci. » Elle le regarda, incertaine. « Tu n'es pas juste une partie de ce projet, » ajouta-t-il. « Tu en es le cœur. » Sa gorge se serra. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, non pas comme quelqu'un de brisé ou accablé par son passé, mais comme quelqu'un de capable, quelqu'un dont on avait besoin. Ce soir-là, ils marchèrent ensemble le long du sentier qui longeait la rivière, en direction des quartiers plus animés de la ville. Les rues baignaient dans une lumière ambrée et douce, et la brise portait le parfum lointain des cheminées. Ils parlèrent un peu. Le silence entre eux était devenu apaisant. Au détour d'un virage, ils s'arrêtèrent sous un arbre décoré de guirlandes lumineuses qui s'éteignaient peu à peu. Ethan baissa les yeux vers elle. Il ne dit rien. Il se contenta de lui prendre la main. Anna eut le souffle coupé lorsque ses doigts s'entrelacèrent doucement. Doucement avec les siens. Leurs regards se croisèrent. Elle n'y lut aucune pression, aucune attente, seulement de la chaleur, seulement la vérité. Dans ce moment de calme, quelque chose changea. La distance entre eux n'était plus si grande. Plus entre un homme qui avait perdu sa femme et une femme qui avait tout perdu. À présent, ils se tenaient tous deux dans la lumière naissante de quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandissait lentement, discrètement. L'histoire éclata un mercredi matin. Un média local fut le premier à la relayer. Un architecte millionnaire aperçu avec une mystérieuse inconnue. Du drame à la romance. L'article montrait une photo floue d'Ethan et Anna sortant ensemble d'un café, Léo sautillant entre eux. À midi, la nouvelle s'était propagée sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. Elle était sans abri. C'est forcément un coup monté. Il se fait manipuler, c'est évident. Des ruses au cœur d'un millionnaire. Comme c'est pratique. Anna lutte, les gros titres le ventre noué. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux, mais les rumeurs circulaient vite. On murmurait même à l'intérieur du foyer, désormais. Elle sentait le changement dans le regard des autres, moins comme une voisine, plus comme une curiosité. Ethan tenta de la protéger. Il refusa toutes les interviews, déclina chaque équipe de tournage. Il continuait de venir à ses côtés, comme avant. Mais quelqu'un d'autre n'était pas aussi indulgent. Sa mère. Elle appela un soir alors qu'Ethan était avec Anna et Léo au parc. Il s'éloigna pour répondre, la voix basse, tendue. Anna n'entendit que des bribes.
Ce n'est pas ce que tu crois, maman. Je sais qui elle est. Elle a sauvé la vie de Léo, bon sang. » Plus tard dans la soirée, il lui avoua la vérité. « Elle pense que tout ça n'est qu'une passade, » confia-t-il, évitant son regard. « Qu'elle pense que tu te sers de moi. » Anna resta silencieuse. Elle avait redouté que ce jour arrive. Une semaine plus tard, ils étaient dans la cuisine chez Ethan, un dimanche matin tranquille. Léo faisait la sieste à l'étage. Anna se tenait près de la fenêtre, regardant le vent agiter les arbres. « J'ai reparlé avec elle, » dit Ethan prudemment. Anna se retourna. « Ta mère ?» Il acquiesça. « Elle s'inquiète, c'est tout. Elle veut me protéger. Elle ne me connaît même pas. Elle croit que je suis là seulement pour ce que tu peux m'offrir. » Anna détourna les yeux. « Et toi, Ethan? Qu'est-ce que tu en penses ?» Il hésita. Un instant de trop. Puis, tout bas. « Je veux juste t'offrir une vie meilleure, celle que tu mérites. » Les mots tombèrent dans sa poitrine comme des pierres. Elle laissa échapper un rire bref, douloureux. « C'est donc ça? C'est ça pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que j'ai besoin d'être sauvée? Non, Anna. Tu crois que je suis brisée, que j'ai de la chance d'être ici avec toi, que si ce n'était pas pour Léo, je dormirais encore dehors et tu ne m'aurais jamais remarqué. Ce n'est pas juste, protesta-t-il, la voix plus forte. Je n'ai jamais dit ça. Mais tu l'as pensé. Il fit un pas vers elle. Anna! Elle recula. Ses yeux brillaient de larmes. Je croyais que c'était vrai, tout ça. Je croyais que tu me voyais. Je te vois. Non, Ethan, tu vois quelqu'un à réparer, pas quelqu'un à aimer. Elle se détourna avant qu'il puisse répondre. Quand il arriva dans le salon, elle s'était déjà partie. Elle n'avait rien emporté. Ni le pull qu'il lui avait offert, ni l'écharpe que Léo avait fabriquée avec des paillettes et de la colle. Elle avait seulement laissé un mot plié sur la table basse, l'adresse soigneusement écrite à la main. Ethan s'assit lentement, les mains tremblantes en l'ouvrant. « Léo, tu es la lumière la plus vive que j'ai jamais connue. Tu m'as fait sentir en sécurité, alors que je croyais que je ne le serais plus jamais. Mais je ne suis pas faite pour être ta maman. Tu mérites quelqu'un de complet, sans autant de fissures. Merci de m'avoir aimé malgré tout. Anna. » Les mots se brouillaient à travers les larmes d'Ethan. À l'étage, Léo murmura dans son sommeil. « Maman. » Ethan ferma les yeux, serrant la lettre contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis l'incendie, la maison lui parut vraiment vide. Les lumières de la galerie étaient douces, répandant une lueur chaleureuse sur les rangées de chevalets et de panneaux d'exposition alignés le long des murs de briques apparentes. Des dizaines de croquis, de plans et de maquettes 3D tapissaient la pièce, chacun représentant un fragment d'avenir. Au centre trônait une grande illustration détaillée du centre pour enfants Little Lights. Ethan ajusta le micro sur le pupitre tandis que la salle se remplissait de responsables communautaires, d'élus municipaux, de journalistes et d'habitants du quartier. Les flashs crépitaient. Des murmures curieux parcouraient la foule. C'était la première présentation publique de son projet le plus personnel à ce jour. Mais pour Ethan, il ne s'agissait pas d'architecture. Il s'agissait d'elle. Il inspira profondément et commença. « Ceci, dit-il en désignant le plan géant derrière lui, ce n'est pas qu'un bâtiment. Ce n'est pas juste un projet, ni une proposition. C'est une promesse. » La foule se tut. « J'ai passé des années à concevoir des espaces pour ceux qu'on oublie, à reconstruire des quartiers, des refuges, des aires de jeu. Mais celui-ci m'a transformé. » Il s'arrêta un instant. Sa voix devint plus douce,
plus posée. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu des rumeurs. Vous avez vu les gros titres sur cette femme, cette soi-disant mystérieuse sauveuse lors de l'incendie du mois dernier. Quelques hochements de tête, quelques clics d'appareils photo. Je sais qui elle est, et je veux que vous la connaissiez aussi. Ethan se tourna légèrement, son regard glissant vers le premier rang, où Léo était assis à côté d'un ami, serrant un petit bouquet de fleurs en papier. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle ne cherchait ni la célébrité, ni même des remerciements. Elle voulait simplement aider. Il s'effaça sur le côté et désigna un panneau plus petit derrière lui. Les croquis originaux d'Anna, dessinés à la main. Le coin lecture, la salle des mamans, l'espace de thérapie par le jeu. Elle a contribué à tout imaginer. Elle a inspiré chaque détail de ce lieu. Elle s'appelle Anna Blair. Un frémissement de reconnaissance parcourut la salle. Ethan se retourna vers le micro, la voix chargée d'émotion. Anna n'avait pas besoin que je la sauve. C'est moi qui avais besoin d'elle pour me rappeler pourquoi je fais ce métier. Elle a sauvé la vie de mon fils et elle a redonné un sens à la mienne. Il baissa les yeux un instant, reprit contenance, puis fixa la mère de caméra devant lui. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un cas social. C'est la femme la plus courageuse, la plus généreuse, la plus brillante que j'ai jamais rencontrée, et je l'aime. Un silence suspendu, puis une salve d'applaudissements éclata. Les téléphones filmaient, les journalistes griffonnaient leurs notes, mais Ethan ne les regardait pas. Dehors, de l'autre côté de la rue, sous la lumière déclinante et les ombres du soir, Anna se tenait à moitié cachée, son manteau serré autour d'elle. Elle était venue seulement pour voir les plans. Elle s'était promis de partir avant même qu'il monte sur scène. Mais puis, elle avait entendu son nom. Puis, tout le reste. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle regardait Ethan parler, qu'elle voyait Léo agiter ses fleurs en papier, qu'elle découvrait cette île pleine de gens croyant en quelque chose qu'elle avait contribué à bâtir. Jamais elle n'aurait imaginé être vue ainsi. Et pour la première fois depuis des années, Anna ne se sentait plus comme un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle se sentait réelle, elle se sentait aimée. Une brise légère portait le parfum de la peinture fraîche et des fleurs nouvellement plantées, tandis que les gens se rassemblaient sous un auvent blanc décoré de lanternes en papier. Des ballons dansaient au soleil du matin et une banderole s'étirait au-dessus de l'entrée du bâtiment, affichant en lettres colorées et audacieuses « Inauguration du Centre pour enfants Petite Lumière ». Le bâtiment resplendissait, débordant de vie. Les murs étaient ornés de fresques représentant des étoiles, des cœurs, des mains pleines d'espoir. À l'intérieur, les salles de classe attendaient, remplies d'étagères de livres, de petites chaises, de fournitures artistiques et de pièces aménagées avec chaleur et attention. Juste à côté des portes d'entrée, une plaque en laiton poli portait l'inscription « Petite Lumière », fondée par Anna Blair et Ethan Grayson. Anna se tenait près des marches, simplement vêtue mais rayonnante sous la lumière de la fin de matinée. Elle accueillait chaque invité avec un sourire, serrait des mains, étreignait des femmes rencontrées dans des foyers ou des groupes de soutien. Beaucoup étaient venus avec leurs enfants, certains timides, d'autres les yeux grands ouverts d'émerveillement en découvrant leur nouveau deuxième foyer. Elle avait été nommée directrice du centre seulement 2 semaines plus tôt. Ce rôle lui allait comme s'il avait toujours été fait pour elle. Elle était le cœur battant du lieu, patiente, présente, animée d'une vraie mission. Près du bord de la foule, Léo virevoltait entre les invités.
une sucette dans une main et un minuscule casque de chantier en plastique sur la tête. « J'ai aidé à construire la salle de lecture !» criait-il fièrement à qui voulait l'entendre. Ethan se tenait aux côtés d'Anna alors qu'elle terminait son discours de bienvenue. Sa main effleura la sienne. Elle se tourna vers lui et il lui adressa un sourire. Mais il y avait dans son regard une nervosité mêlée d'excitation et d'espoir. Lorsque les applaudissements s'estompèrent, Ethan reprit le micro une dernière fois. « Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à donner vie à Petite Lumière, » dit-il. « Mais surtout une personne. » Il se tourna vers Anna et Léo. Il s'agenouilla, non pas devant Anna, mais devant Léo. « Léo, » dit-il doucement, « j'ai une question très importante à te poser. » La foule laissa échapper un rire attendri. Anna se figea, les yeux écarquillés, la main portée à sa poitrine. Ethan poursuivit. « Si je demandais à ton ange, mademoiselle Anna, si elle voulait m'épouser, est-ce que tu serais d'accord ?» Les yeux de Léo s'illuminèrent. Il laissa tomber sa sucette et leva les bras au ciel. « Oui, oui, absolument, oui. Maintenant, je vais avoir une vraie maman. » Des rires parcoururent la foule, suivis de quelques larmes discrètes. Puis Ethan se releva et se tourna vers Anna. Sa voix s'adoucit, rien que pour elle. « Tu as sauvé mon fils, tu as changé ma vie, tu m'as redonné foi en la famille, en la guérison, en l'amour. Anna Blair, veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle acquiesça, à bout de souffle, et murmura « Oui. » Il la serra dans ses bras, et Léo se glissa entre eux, entourant leurs jambes de ses petits bras. Tous trois restèrent ainsi, enlacés, tandis que la foule applaudissait, que les flashs crépitaient et que le soleil du matin perçait enfin les nuages. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans la main sur le sentier du jardin derrière le centre, Léo sautillant devant eux, Anna se retourna. Le bâtiment scintillait sous la lumière dorée. Les fenêtres brillaient comme des promesses. Des éclats de rire s'échappaient des portes ouvertes. Et pour la première fois de sa vie, Anna ne se contentait plus de survivre. Elle était chez elle. Si cette histoire a touché ton cœur, même un tout petit peu, si elle t'a redonné foi en la gentillesse, en les secondes chances et en la force discrète de l'amour, alors tu es au bon endroit. Chez Soul Stirring Stories, nous te proposons des récits vrais, émouvants et inoubliables, qui guérissent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « Like », de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait illuminer ta journée ou peut-être même changer ta vie. Merci de nous avoir regardés. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. À très bientôt. D'ici là, reste bienveillant, garde espoir et continue de croire au plus, Bells fans.